Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan culturel du mois de novembre 2022. J'ai regardé pas mal de films, une série il me semble, lu beaucoup de livres et écouté pas mal de podcasts surtout. Donc je vais commencer maintenant avant que cette vidéo ne soit trop longue pour vous. Je vais commencer avec les livres. J'ai lu et terminé Cher connard de Virginie Despentes. Beaucoup l'ont peu aimé, notamment les personnes qui avaient déjà lu du Despentes en fiction. Ce qui n'était pas mon cas. Il se trouve que j'avais déjà trouvé quelques livres d'elle en boîte à livres notamment, mais que je n'ai jamais sauté le pas. Tout simplement parce que elle me fait un peu peur, du moins elle me faisait un peu peur en fiction. J'ai déjà lu son essai, très connu, que j'avais aimé mais qui n'a pas trouvé son compte au sens où beaucoup d'autres l'ont porté au nu, le portent au corps nu comme étant le premier ouvrage féministe qui les a envoûtés, qui les a amenés au reste du féminisme. Mais je partage pas nécessairement son avis dans ce qu'elle a écrit et étant donné que j'étais déjà informée sur le sujet, peut-être que j'ai pas autant trouvé mon compte que d'autres. Cependant, ici, j'ai adoré le bouquin. Donc, dans cet ouvrage qui est en format épistolaire, il y a deux personnages principaux, une femme et un homme. L'homme est écrivain et la femme est actrice. Ils sont tous les deux dans un âge un peu avancé, la femme étant plus âgée que l'homme, il me semble. Et ça va beaucoup revenir sur l'accusation dont est victime l'homme. Notamment parce qu'il se rend compte que ce pourquoi il est accusé est vrai. C'est-à-dire qu'il a harcelé une collègue à une époque où il faisait la promotion d'un de ses ouvrages. Et l'actrice avec qui il échange étant relativement engagée, on est questionné par ce qu'est le féminisme aujourd'hui, par l'époque MeToo, parce que cette ancienne collègue agit énormément en ligne. Elle est très connue en tant que féministe en ligne, et donc elle fait valoir son avis auprès de ses internautes qui y trouvent beaucoup de points. Elle est représentée comme étant quelqu'un de très hargneux pour ne rien dire, du moins c'est la description qui en est faite avant qu'on la voie parler. Puis je pense que lorsqu'elle commence à intervenir dans le récit, on est quand même davantage mis en rapport avec ses dires, ce que j'ai trouvé intéressant. J'ai davantage aimé l'actrice. Elle questionne beaucoup son âge, la place que ça a dans une vie d'actrice, que de vieillir, que de ne plus être appelée pour être la jeune première, de toujours devoir maîtriser son corps, maîtriser qui l'on est. Et avec ces personnages, on va traverser le confinement à Paris, en campagne, où l'un des deux s'est retiré. J'ai eu ce livre grâce à Annette Gallet et je pensais ne jamais le recevoir, parce que je l'avais demandé à la rentrée littéraire et que depuis je n'avais pas eu de nouvelles. J'étais très heureuse de le lire, j'ai été très heureuse de rentrer dans ce livre et dans l'écriture de Despentes en tant que fiction avec ce livre-ci, qui est selon les critiques beaucoup moins hargneux qu'à ses débuts. Je verrai si je retombe sur d'autres livres de Despentes, dans ses premiers notamment. Mais j'ai un peu peur du résultat, parce que c'est vrai que c'est une entrée douce dans son écriture, et c'est peut-être ça qui m'a plu. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec ses précédents. Ensuite, j'ai lu Les Choses de Pérec. Très petit livre, très éloge d'une époque, éloge des choses en elles-mêmes. C'était le premier Pérec que je lisais,
et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la forme, qui se veut en chapitre très court. J'ai beaucoup aimé ce qu'il nous fait traverser, parce qu'on va suivre des jeunes artistes, entre guillemets, ou du moins qui ont une vie de bohème, qui mangent très peu et qui vivent d'art, de cinéma, un peu à la manière du quartier latin des années 60-70. C'est des élégies de détails, des éloges du détail tout le temps. J'ai adoré ça. C'était un calme au milieu du temps que de lire cet ouvrage qui m'a accompagnée durant mes voyages, mes transports, qui m'a accompagnée les jours de pluie de novembre. Il se lit très vite et je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu un énorme roman graphique que j'ai eu à mon anniversaire, il me semble, l'année dernière. Il s'agit de Alice Guy de Catel et Bocquet. Catel et Bocquet, leur collaboration est très connue pour les chronologies d'artistes féminines, les biographies d'artistes féminines. J'avais déjà lu l'une d'entre elles. Cette fois, j'ai lu leur dernière parution en date, qui est donc Alice Guy, qui est la première femme qui a été réalisatrice en fait. Elle a été effacée de l'histoire pendant très longtemps, alors que certains de ses films sont encore disponibles sur YouTube, notamment La Fée aux choux, que j'avais déjà vu avant, mais qui est éminemment féministe. Cette femme était éminemment féministe, et à travers ce roman graphique qui est génial, je l'ai vraiment bouffé alors que le bouquin fait 200 pages, je pense. Certes, c'est de la BD, mais je trouve que ce n'est pas si petit comme roman graphique, et j'étais totalement emportée par son histoire, qui a été dure, où elle a traversé tellement d'endroits, tellement de villes. Elle avait une vie rocambolesque et au devant des époques qu'elle a traversées, des hommes qu'elle a rencontrés aussi, elle était en avance sur son temps, et c'est ce que je retiens. Et c'était une des premières féministes, une des premières artistes à faire ouvrage comme ça, à se donner corps et âme au travail. Elle commence, elle est jeune assistante, jeune secrétaire même, et on lui dit mais pourquoi tu veux faire ça? Parce que c'est pas un travail de femme que de réaliser, et elle va quand même le faire, et elle va quand même faire porter son discours, et c'est ça qui est fou, et c'est ça que je retiens. Donc je vous encourage à lire ce que Catel et Bocquet font. Il me reste encore Joséphine Baker à lire. Je n'ai pas lu Aux larmes de Gouges, mais il ne me donne pas envie, à vrai dire. Kiki de Montparnasse m'avait énormément plu. Je vous le conseille aussi, soit dit en passant. J'ai écouté en audiobook Jamais plus de Colleen Hoover, et what a surprise, j'ai adoré. Je ne m'attendais absolument pas à ça, c'était fou. C'est-à-dire que je m'attendais à une romance pour ados tellement feel good, tellement pleine d'éloges de l'amour, et on va revenir sur une relation entre une jeune femme et un homme qu'elle rencontre au détour de plusieurs moments, et ils vont finir par être ensemble après de longues tergiversations parce que l'homme ne veut pas être engagé, mais ils finissent ensemble, sauf que l'homme n'est pas si doux que ça, et au fur et à mesure du temps, l'homme devient extrêmement violent avec cette femme. Il s'en rend compte peu à peu, et ça prend énormément de place dans le roman, étant donné que la femme, au début, dans le premier chapitre, il me semble, devient fleuriste. Après avoir hérité, elle rachète un endroit, un local, et elle en crée une boutique de fleurs. Là, une femme entre, femme qui est vraiment très bien habillée et qui lui propose de faire du bénévolat dans son activité de fleuriste. Et donc, l'homme
qu'on a en parallèle, c'est le frère de cette femme. Et donc, en plus de cette relation amoureuse, elle va avoir cette amitié. Et ce qui est d'autant plus prégnant dans la violence de l'homme, c'est qu'il est chirurgien. Et chirurgien réparateur, il me semble. J'ai adoré une grosse majorité du bouquin. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a plusieurs moments où on se disait « oulala, on est en train d'excuser la violence de l'homme par mille et une raisons de l'enfance, il a eu une enfance difficile, bla 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 ». C'est pas excusé. Et la fin du livre le montre. Par contre, ce qui m'embête davantage, c'est qu'il y a une suite et que vraisemblablement dans la suite, ça outrepasse tout de même ces parties-là. J'espère que ce n'est pas le cas, mais j'ai cru comprendre en connaissant plus ou moins le résumé que ça s'aventurait sur ce type de parcours et c'est pas quelque chose qui me plaît. Je pense que je lirai parce que j'ai été quand même très étonnée de beaucoup aimer celui-ci. Donc si vous l'avez lu, si vous avez lu le deuxième tome, je suis très curieuse d'avoir votre avis. Ensuite, j'ai lu un roman graphique qui était Idéal Standard de Aude Picot. Alors Aude Picot, je sais qu'elle a notamment écrit Amania, que je n'ai pas lu mais qui me fait très envie. Donc si vous voulez me le prêter, je vous encourage à me le prêter. Ici, on va suivre une infirmière en pédiatrie. Elle est à un moment de sa vie où finalement elle est un peu seule et elle est à un âge où la plupart des gens autour d'elle sont mariés, sont en train de se marier, d'avoir des enfants. Et elle a un peu de mal à supporter ça. Elle rencontre un homme avec qui elle commence une vraie relation qui dure vraiment. Ça se passe, mais elle est très prise par le boulot. Ils emménagent ensemble, donc ça va. Il y a encore des choses qui vont pas parce que l'homme fait jamais attention, qu'elle a des horaires impossibles, qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfants au bout d'un moment. Et un jour, en fait, il y a beaucoup de choses qui basculent. Et je ne vous raconte pas la suite parce que le roman graphique est très court et que j'en ai peut-être déjà dit un peu trop. C'est une BD qui m'a plu, mais encore une fois, ça se lit très rapidement. Donc, je suis très curieuse de savoir ce qu'elle va redire, avoir un nouveau à dire dans ses prochains ouvrages. Ensuite, j'ai lu un livre qui m'avait été envoyé par Point. Il s'agit de Seins de Camille Fouadvaux-Métaury. C'est un essai où l'autrice va revenir sur la théorisation des seins, la façon dont ça a parcouru le temps, dont ça a été invisibilisé au fur et à mesure des époques et à quel point ça a été infériorisé sur beaucoup de thèmes. Que ça soit dans la puériculture, dans cette mère nourricière à travers le sein, dans le sein comme objet sexuel, dans le sein dans la maladie également, notamment avec le cancer du sein, dans le sein en développement, dans le sein dans le développement intellectuel aussi qu'une jeune fille s'en fait, comment elle le ressent aussi en fonction de si sa poitrine est grosse ou si elle est plus ou moins petite, comment ça a parcouru aussi son lien avec sa famille, avec sa mère, avec la sororité qu'on peut y trouver. Bref, c'est un essai sur la poitrine. Alors, il y a eu beaucoup de moments où je trouvais que c'était assez taiseux, malgré la brièveté de l'ouvrage. Alors déjà, je remercie Point de me l'avoir envoyé, parce que pour avoir une conclusion de ce que j'en ai pensé, franchement, il y a des passages qui m'ont plus plu que d'autres. Je trouve qu'elle se perd énormément, qu'il y a beaucoup de redites, mais redites qui sont parfois indispensables, tant on fait des liens. Mais elle se perd un peu dans ses mots à certains égards, dans le sens où elle vient d'un point A en passant par le point Z,
Et puis elle revient au point B, mais c'est le B petit a. Elle fait des allers-retours entre les parties, entre les questionnements, parce que forcément tout questionnement est lié. Et tous ces questionnements sont intrinsèquement liés par la figure qu'est saint, par la représentation et par la pensée qu'on lui donne. En soi, le bouquin m'a vraiment plu. C'est quelque chose que j'avais pas lu avant, je n'avais jamais lu cette autrice auparavant et j'ai été très heureuse de la découvrir avec ce livre-ci. Je ne dirais pas que c'est une réussite qui restera dans les annales pour moi, mais c'est un livre que j'ai été contente de lire. Et je vais ensuite vous parler des 2 romans graphiques que j'ai eus grâce à NetGalley, qui sont Saison Brune 2.0. Dans Saison Brune 2.0, on va questionner notre rapport à la crise écologique qu'on traverse actuellement. On va passer par le confinement notamment, on va passer par la restriction des gaz, la restriction des déplacements, par tous les questionnements qui nous habitent au niveau de cette crise écologique qu'on est en train de traverser et les problèmes qui vont bientôt advenir avec le temps. Ça va questionner notre rapport au numérique et à la pollution numérique qu'il y a et qu'on ignore énormément. Je sais qu'il avait déjà paru un tome qui s'appelait Saison Brune et c'était pas exactement la même chose, mais là c'est vraiment traité sous l'angle du numérique, dans vraiment l'utilisation qu'on en a, comment les GAFAM polluent, comment l'acceptation des cookies sur les sites que l'on fréquente a un impact sur l'environnement, à quel point on est tracé aussi dans nos déplacements sur Internet, à quel point l'utilisation de Wi-Fi ou de 4G pollue. Et voilà, je trouve que c'est une BD brillante qui m'a tenue en haleine du début à la fin. Et c'est vraiment d'utilité publique que de connaître ces problématiques-là, ces enjeux-là à l'heure actuelle, à l'heure du numérique et à l'heure des problématiques environnementales qu'on traverse. Donc vraiment, lisez ce bouquin. Le dernier roman graphique que j'ai lu et le dernier livre de ce mois-ci, il s'agit de Après le 13 novembre, qui va donc revenir sur l'attentat du Bataclan. Là encore, roman graphique très court, comme ça a été le cas pour le Haut-de-Picot. On va suivre une femme qui était au concert qui a eu lieu ce 13 novembre 2015 et on voit comment elle vit à travers tout ça, ses doutes, comment elle n'arrive plus à affronter la vie qu'elle menait auparavant, comment elle va être prise en charge par les psychologues, comment surtout on va se foutre d'elle, comment ça va se passer avec son compagnon, comment elle va réussir à retrouver sa place. Est-ce qu'elle va la retrouver aussi? Voilà, ça traverse la vie de quelqu'un qui a vécu un attentat, qui a vécu cet attentat et qui a peur continuellement dans les petites choses du quotidien, dans le fait de dormir, dans le fait d'éteindre la lumière, dans le fait d'entendre quelque chose tomber, quelque chose exploser, même si c'est une voiture dans un quartier. Elle va éviter les anciens quartiers qui sont à côté du Bataclan. J'ai trouvé que le bouquin était pas mal. Et la fin, j'étais là, mais pardon, c'est comme ça qu'on termine, c'est comme ça qu'on justifie son état de fin en fait, et son deuil de ce qui s'est passé avant, son deuil d'elle-même auparavant, ou peut-être le fait de se retrouver, comment elle passe à travers toute la douleur qu'elle a et toute cette peur, toute cette terreur qu'elle a après ce qui s'est passé ce 13 novembre qu'elle a vécu. J'ai détesté la fin, je ne comprends pas, mais vraiment je ne comprends pas, c'est comme si l'autrice avait dit enfin, bon bah on a encore 3 pages, bon bah maintenant on va terminer. Vraiment, j'ai haï la fin. Si on vous l'offre, tant mieux. Si vous le voyez, je ne sais pas si je vous le recommanderais. Je vais vous laisser avec les travaux qu'il y a. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette première partie
de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, venir me parler sur Instagram et le reste de mes autres réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve pour la suite de cette vidéo d'ici quelques temps. Allez, ciao!